Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Le gouvernement va simplifier la procédure visant à titulariser les médecins diplômés hors de l'Union européenne. Oui, c'est un choix du président de la République, issu de la polémique, là, quand il a dit les maboules qui veulent restreindre nos relations avec l'Algérie. Et le président de la République a considéré qu'il était contrariant, fâcheux d'avoir des procédures d'intégration et d'accueil des médecins étrangers. Et donc, il voudrait simplifier la procédure de validation de leurs examens. On sait déjà, et nous, on est content d'avoir des médecins étrangers en France, puisqu'il y a des endroits, des déserts médicaux où s'il n'y avait pas de médecins étrangers, il n'y aurait pas de médecins du tout. On n'est pas en train de dire ça, c'est comme avec l'immigration. Il n'empêche qu'il s'avère souvent que les médecins qui viennent de l'étranger n'ont pas toujours forcément, parce que les études dans leur pays ne sont pas aussi précises ou pointues, ils n'ont pas forcément le niveau des médecins français. C'est un problème, c'est pas un reproche, c'est une réalité, il faut y pallier. Donc, bien entendu, porte ouverte aux médecins étrangers. On préférait ne pas en avoir besoin, et on préférait que ces médecins restent chez eux, où on en a profondément besoin de ces médecins dans les pays d'où ils viennent chez nous parce que nous en avons besoin, et c'est très important qu'ils soient dans des systèmes hospitaliers où nous manquons de personnel. En revanche, c'est le devoir de la République de s'assurer du niveau de compétence et de formation de ces médecins. Donc oui, avant de leur confier des patients et des malades, on s'assure qu'ils ont le niveau requis, c'est tout. Et le président de la République considère, mais non, tout ça c'est de l'entrave administrative, vous savez, cessez d'emmerder les gens, et donc le risque c'est qu'on est aujourd'hui, qu'on se trouve en présence de quelqu'un qui n'est pas forcément le niveau pour vous soigner, avec tous les risques et tous les désagréments que cela peut supposer. Pendant ce temps, les déserts médicaux font encore des victimes, et pas qu'en France. Et pas qu'en France, il vaut mieux pas être malade lorsqu'on vit dans un désert médical, en France comme en Espagne. Là, ça se passe dans la communauté de Valence, où un patient espagnol atteint d'un cancer de la prostate a dû attendre 514 jours avant d'être reçu par un spécialiste. L'affaire débute le 24 janvier 2022, lorsque ce patient consulte son centre de santé pour des douleurs prostatiques. On lui recommande de se rendre immédiatement au service d'urologie d'un hôpital public de Valence, mais aucune consultation n'est possible. Pas assez de médecins. Il ne sera examiné par un spécialiste que le 23 mai 2023, soit plus d'un an plus tard. Une attente qui, vous l'imaginez, ne fera qu'aggraver ses symptômes. Il n'aura de cesse de relancer l'hôpital pour obtenir un rendez-vous le plus tôt possible. Le patient est atteint d'un cancer de la prostate qui aurait pu être diagnostiqué à temps, mais sa prise en charge tardive lui imposeront un protocole lourd combinant radiothérapie et castration chimique en janvier 2024. Au vu des conséquences physiques et psychologiques, vous l'imaginez, le patient a engagé une procédure juridique. Il réclame une indemnisation de 36 237 € auprès du ministère de la Santé locale. Le plaignant dénonce une désorganisation administrative ayant entraîné un énorme retard de traitement, provoquant chez lui dépression, anxiété et insomnie, en plus du reste. Le problème des déserts médicaux n'est donc pas uniquement français, ce qui n'est pas fait pour nous rassurer. Alors, le problème de la santé espagnole, c'est comme l'anglaise, elle est publique, elle est gratuite. Vous allez à l'hôpital, vous ne payez rien, il n'y a même pas de ticket modérateur. Sauf qu'évidemment, il y a manque d'effectifs. Et quand on veut se faire bien soigner, on va souvent retrouver les mêmes médecins qui travaillent dans le service public, mais qui vous reçoivent en consultation privée. Et là, c'est une autre somme. Et là, évidemment, vous avez un rendez-vous dans la semaine. Mais si vous devez vous contenter d'un spécialiste mandaté par le service public, vous êtes, comme ça arrive aujourd'hui dans beaucoup de régions françaises, vous attendez 2 mois, 3 mois que ce soit un cardiologue, un ophtalmologiste, un rhumatologue. Bon, alors que font beaucoup de nos compatriotes? Ils prennent le TGV, ils montent à Paris, ils ont un rendez-vous dans la semaine. En Espagne, même chose, on va à Barcelone, à Madrid ou dans les grandes villes. Cette personne, visiblement, ne l'entendait pas ainsi, et elle a dû qu'attendre 1 an pour se faire diagnostiquer un cancer de la prostate qui aurait pu lui être fatal en plus. Oui. Donc voilà, le service public mal géré, surtout avec cette possibilité d'aller consulter le même médecin à titre privé, mais à 300 ou 400 € la consultation, c'est sûr que ça crée une disparité et une injustice flagrante. À 1 an de l'élection présidentielle et dans un contexte dit préoccupant, le Conseil supérieur de la magistrature appelle à garantir l'indépendance du parquet. Oui, le CSM, tout d'un coup, se réveille et s'inquiète du fait que le parquet ne serait pas assez indépendant. Vous savez comment fonctionne la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature est là pour réguler. C'est une institution neutre, bien sûr, et impartiale. Et la justice française est divisée en 2 secteurs. Le siège, ceux qui jugent en toute indépendance, ceux qui sont assis, c'est pour ça qu'on appelle le siège, et
et les représentants du ministère public, qui dépendent de la chancellerie du ministère de la Justice, qu'on appelle le parquet, puisqu'il requiert debout. Et ensuite, vous avez le barreau, avec les avocats qui plaident également debout. Donc le parquet est là pour c'est l'accusateur public, hein, c'est ce qui représente le peuple français et qui est là pour obtenir une justice face à l'avocat et face au tribunal. C'est lui qui requiert, et le Conseil supérieur de la magistrature considère que le parquet, et c'est vrai dans beaucoup de démocraties, beaucoup d'institutions, le parquet n'est pas assez indépendant. Donc elle lance une opération. On voit qu'on rentre en période électorale. On verra bien ce que ça donnera, et nous recevrons Philippe Bilger, notre procureur maison, qui viendra nous parler. Peut-être trouvera-t-on en face de lui quelqu'un qui défendra l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est un peu complexe, mais c'est vrai que cette répartition des pouvoirs au sein de la justice, qui n'est pas un pouvoir mais une autorité, est un débat auquel les Français aimeraient bien comprendre un peu mieux. On aimerait bien comprendre un peu plus les enjeux. L'islamologue François Burga a été de nouveau jugé pour apologie du terrorisme. Oui, François Burga, le thème c'était respect pour le Hamas. François Burga a pris des positions après le conflit entre le Hamas et Israël, la tragédie de Gaza. Il a pris des positions considérant qu'il y avait un harcèlement judiciaire des voix pro-palestiniennes. Donc il a eu différentes déclarations de ce genre qui ont soulevé quelques polémiques, et il dit quelques premiers relax montrent toutefois que les piliers de la propagande israélienne vacillent. Voilà les propos. En un premier temps, il était passé en jugement, il y a eu relax, et le parquet a fait appel, et donc l'interjection a abouti à un jugement en appel qui aura lieu devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et donc il sera rejugé, François Burga, et on verra bien s'il a... Est-ce que la liberté d'expression ou est-ce que c'est la défense du terrorisme? Les juges d'appel feront la part des choses, et on en saura davantage à l'issue de ce procès. Pendant ce temps-là, le Parlement européen a été épinglé pour son inaction depuis 2 ans face au cas de Rima Hassan. On parlait d'apologie du terrorisme à l'instant, on ne change pas de braquet. L'eurodéputée Rima Hassan, qui est en ce moment elle aussi poursuivie pour apologie du terrorisme après l'avoir été pour provocation publique à commettre un crime ou un délit. Joli petit palmarès pour une jeune élue républicaine, n'est-ce pas? Eh bien, si Rima Hassan n'est pas épargnée par la justice française, elle l'est largement du côté du Parlement européen, et c'est bien le problème pour l'ONG EU Watch, qui vient de publier un rapport sur l'attitude inadaptée de l'institution européenne vis-à-vis de Rima Hassan. Attitude inadaptée, ça veut littéralement dire aucune réaction et donc aucune sanction. Et pour étayer ce constat, le rapport s'appuie sur une accumulation de 28 faits qui remontent au printemps 2024. Avant même l'élection de Rima Hassan, l'ONG pointe sa participation à un forum qui se tenait à Tunis où étaient présents des représentants du Hamas, du FPLP et du djihad islamique. C'est sûr que c'est autre chose que la fête de l'UMA. Tout juste élue depuis à peine 2 mois, elle se rend ensuite à une manifestation en Jordanie en hommage à Ismail Haniyeh, chef politique du Hamas, tué fin juillet 2024 dans une frappe israélienne. Quelques jours plus tard, le 22 août, elle refuse de qualifier l'attaque du 7 octobre d'attaque terroriste. Plusieurs eurodéputés français adressent un courrier à la présidente du Parlement européen accompagné d'une demande d'ouverture d'enquête parlementaire. 2 initiatives restées lettres mortes. Plus tard, elle affirmera que la résistance armée est légitime et même indispensable, des propos interprétés comme une légitimation de l'action du Hamas. Elle ira même jusqu'à suggérer que tout franco-palestinien puisse rejoindre la résistance armée. Bref, Rima Hassan, militante radicale pro-Palestine, multiplie les déclarations scandaleuses qui engagent forcément l'institution européenne. L'immunité, ce n'est pas l'impunité, comme le souligne l'ONG qui entend bien bousculer le Parlement. Et en janvier 2025, elle avait même rendu hommage musicalement à Yahya Sinwar, l'un des cerveaux du 7 octobre. Mais écoutez, voilà, Francis Burga, Rima Hassan, voilà, faut faire la part des choses. La liberté d'expression est une garantie, mais là, je pense qu'il est normal, effectivement, que le Parlement européen soit épinglé, parce qu'il a laissé peut-être les choses aller un petit peu trop loin. Et puis dans un autre registre, Jordan Bardella s'est exprimé hier sur l'avenir de l'audiovisuel public. Alors justement, on en revenait, puisqu'on en parlait tout à l'heure à propos de l'immigration. Oui, Jordan Bardella a déclaré que si le Rassemblement national arrive en situation, c'est-à-dire triomphe à l'élection présidentielle de 2027, eh bien le service audiovisuel
public sera privatisé. Débat, il y a débat. Moi, je suis pour l'existence d'un service public pourvu qu'il soit public, c'est-à-dire qu'il respecte la diversité, la pluralité, qui donne la parole à tout le monde. Maintenant, si ça doit être effectivement confisqué par une certaine idéologie, eh bien, les choses dépendront de ce que la majorité du peuple français aura envoyé comme majorité à l'Assemblée nationale et du gouvernement dont le peuple français se sera doté et du président de la République qui aura été élu au suffrage universel. Voilà. Parole, dernier mot à la démocratie. Comprendre la relation